Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel JASP pour analyser vos données de TP par une test ANOVA à une voix. Donc, l'analyse commence par les résultats présentés dans un tableur OpenOffice ou LibreOffice Calc. C'est-à-dire, on a pour chaque binôme le nombre de cellules récoltées dans différents puits et pourcentage de cellules mortes, éventuellement pourcentage de cellules avec un ECP pour chacune des puits infectés à différentes MOI. La MOI 0, ça c'est le puits de cellules non infectées, c'est le témoin négatif. Donc, dans chaque TP, on a 8 ou 9 binômes dans le groupe. Donc, ce qui veut dire que pour chaque condition expérimentale, on a 8 ou 9 réplicas de la mesure pour cette condition expérimentale. Et c'est n égale 8 ou n égale 9 qui nous permet d'effectuer des analyses par des statistiques. Donc, dans ce jeu de données qui vient d'une année précédente, j'ai éliminé les résultats du binôme 3 parce qu'en fait, pour certaines conditions, ils n'avaient pas rentré le pourcentage de cellules mortes dans le tableur. Donc, il y avait des données manquantes pour certains points. Donc, j'ai éliminé toutes les données venant du binôme 3 dans ce tableur. Donc, on a dans ce tableau les colonnes qui représentent une type de données en particulier, et chaque ligne, c'est une mesure. Donc, binôme, MOI, jour, nombre de cellules totales, pourcentage de cellules mortes. Et pour l'analyse sous JASP, il faut préparer un fichier avec les résultats à jour 7, c'est le cas ici, et un fichier à part pour les données à jour 2, jour 3. Donc, une fois qu'on a bien organisé ces données dans le tableur Calc, on peut ensuite les importer sous JASP. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a l'interface graphique du logiciel. Donc, on va dans File, on ouvre le fichier. Donc, moi, j'ai déjà testé ça. Donc, j'ouvre teststat jour 7 ODS, c'est mon fichier. Et donc, il va importer les mêmes données que l'on avait dans le format JASP. Et il lit automatiquement la première ligne comme étant les titres des colonnes et pas comme des données. Donc là, ça c'est bon. Donc, l'analyse que l'on veut faire, c'est on veut comparer si on a une différence du nombre de cellules totales ou du pourcentage des cellules mortes en fonction de la MOI de l'infection. Donc pour les MOI, on a 1, 2, 3, 4, 5 MOI différentes, plus le témoin neg, ça fait 6 conditions différentes. Donc on a une comparaison à multiples groupes, 6 groupes. Donc on ne veut pas utiliser un test T, parce que les tests T sont valables uniquement pour 2 groupes. On veut utiliser un test ANOVA, un test valable pour de multiples groupes. Et dans ce TP, on va utiliser un test ANOVA à une seule voix. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur l'icône ANOVA. On sélectionne ANOVA. Et l'interface nous demande de choisir la valeur dépendante et les facteurs fixes. Donc, la valeur dépendante, c'est quoi? Bon, l'objectif de l'analyse, c'est de connaître l'effet de la MOI sur le pourcentage de cellules mortes ou sur le nombre total de cellules. Donc, ce sont ces deux choses-là, le nombre total de cellules ou le pourcentage de cellules mortes, qui sont les valeurs dépendantes. Donc, on va tester chaque valeur dépendante l'une après l'autre. Donc, on va démarrer l'analyse en choisissant pourcentage de cellules mortes comme valeur dépendante. Et on veut connaître l'effet de la MOI sur cette valeur dépendante. Donc, du coup, la MOI, c'est notre facteur fixe.
Donc on choisit ces deux valeurs et du coup le logiciel se met à tourner et il va calculer le résultat du test ANOVA. Ici on a une valeur de petit p hautement significatif ou inférieur à 0,001, ce qui veut dire que oui, il y a un effet de la MOI sur le pourcentage de cellules mortes observé à jour 7 post-infection. Ce résultat donne juste ça comme information. Il ne nous explique pas si le pourcentage de cellules mortes observé à un MOI de 10 est supérieur à celui observé avec un MOI de 1, ou etc. Donc, pour toutes les comparaisons 2 par 2 qu'on puisse avoir au sein de notre jeu de données, il faut effectuer ce qu'on appelle un test post-hoc. Et ce sont les tests post-hoc qui vont comparer toutes les conditions entre elles. Donc pour faire ça, donc on va cliquer ici sur le post-hoc test. Et ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que la MOI, selon les différentes conditions de la MOI, quelles sont les conditions qui sont différentes, significativement différentes. Donc il existe différents types de tests post-hoc. Nous, on va travailler avec les tests de Tukey. Donc on sélectionne MOI, on le met ici. Et du coup, il se met à calculer toutes les le degré de significativité selon le test de Tukey pour toutes les différences, toutes les comparaisons 2 par 2. Et c'est ce qu'on voit dans le tableau ici. Donc ici, c'est la condition MOI égale 0, le témoin négatif, comparé à toutes les différentes MOI. Là, c'est la MOI 0,001 comparé avec les autres MOI. Et ainsi de suite. Donc on a toutes les comparaisons 2 par 2 possibles qui sont testées. Et on a une valeur de p qui nous indique si la différence entre telle ou telle condition est significative. Donc, le renseignement ici, c'est que comparé à la condition témoin négatif, MOI égale 0, on a un pourcentage de cellules mortes qui est significativement plus élevé qu'à partir d'une MOI de 0,01. Là, c'est une différence significative. Pour les MOI supérieurs, encore très significative. Mais pour la MOI 0,001, on n'a pas de différence significative en pourcentage de cellules mortes par rapport à la condition témoin neg. Et pareil, quand on a un MOI de 10 et un MOI de 1, pourcentage de cellules mortes, c'est à peu près la même chose entre ces deux conditions. Donc, avec les tests post-hoc, on peut comparer les conditions entre elles. Ça, c'est le deuxième niveau de notre analyse. La dernière chose à faire, c'est de nous donner une illustration graphique de ces données. Donc, c'est ce qu'on peut avoir ici avec la flèche Descriptive Plots. Donc ici, il va juste nous donner un graphique de notre valeur dépendante, notre dependent variable, c'est-à-dire le pourcentage de cellules mortes en fonction de la MOI qu'on va mettre sur l'axe des X. On va lui demander de nous donner des barres d'erreur qui vont mettre l'intervalle de confiance à 95% de cette moyenne. Et donc du coup, voilà, le logiciel nous donne un graphique avec le pourcentage de cellules mortes. Ici, les points représentent la moyenne sur les 8 obtenus par les 8 binômes et l'intervalle de confiance 95% sur cette moyenne en fonction de la MOI. Donc si vous voulez exporter ce graphique-là, vous cliquez ici, vous mettez Save Image As et puis vous pouvez l'exporter en format PNG et puis l'intégrer dans votre compte rendu. Pareil pour les tableaux, soit vous pouvez faire un grab de l'écran, ou alors vous pouvez copier le tableau et l'intégrer dans un autre document. Donc ça, c'est notre analyse pour rechercher
l'interaction entre la MOI et le pourcentage de cellules mortes observé après 7 jours d'infection. Prochaine chose à faire, c'est de refaire la même analyse avec une autre valeur dépendante. Cette fois-ci, le nombre de cellules totales. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de changer la valeur dépendante. Là, cette fois-ci, c'est plus le pourcentage de cellules mortes, c'est le nombre de cellules totales. Et quand on change ça, le logiciel va mettre à jour les analyses statistiques et le graphique. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que pour la Nova, on a une valeur de petit p qui est limite sur significative, beaucoup moins impressionnant que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et quand on regarde toutes les comparaisons 2 par 2, il n'y a pratiquement aucune condition qui est vraiment différente par rapport aux autres. Donc on a moins de cellules à un hémoïde 1 comparé au témoin négatif. Parce qu'ici, on a une valeur moins de 0,05. Pour la hémoïde 10, ce n'est pas vraiment appliqué. Donc c'est pas très impressionnant. Et quand on regarde la présentation graphique, on voit quand on a une barre d'erreur énorme sur la condition témoin négatif. Et c'est ça qui empêche vraiment de trouver les différences significatives. Donc quand on a quelque chose comme ça, on se dit il y a un problème avec les données. Et donc on peut regarder les données pour voir s'il y a des points aberrants. Mais j'avais déjà fait ce travail-là et je n'avais pas vu des valeurs particulièrement aberrantes. Alors pourquoi notre variabilité est-elle aussi énorme, surtout pour les valeurs où la moyenne du nombre de cellules est élevée? Et ça, c'est parce que on analyse nos cellules ici au bout de 7 jours de croissance. Et la croissance cellulaire, c'est un processus exponentiel. Tous les jours ou tous les 2 jours, les cellules vont se dédoubler. Donc on a un processus qui n'est pas linéaire, mais qui est exponentiel. Et peut-être c'est une erreur de présenter les chiffres sur une échelle linéaire ici. Et c'est peut-être pour ça que notre variabilité est tellement énorme. Donc, puisque je sais qu'on est en face à un processus biologique qui n'est pas linéaire, mais qui est de nature exponentielle, ça serait mieux peut-être d'analyser non pas les valeurs brutes, mais les log 10 des valeurs pour le nombre de cellules dans le puits. Donc pour cela, je vais retourner dans mon tableur. Je vais insérer une colonne et on va mettre le log 10 du nombre de cellules. Et ici, je vais utiliser la fonction log10. Voilà. Donc ici, on a 1,1 million. C'est le log 10 de 1,1 million, c'est 6,05. Donc je recopie la fonction. Et donc on va calculer le log 10 du nombre total de cellules par puits. Donc je sauvegarde ce fichier. Je retourne en JASP. Je ferme le fichier actuel. Je vais réouvrir mon fichier qui est maintenant le nouveau. Je vais retourner dans mon ANOVA. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est le log 10 de cellules qui est la valeur dépendante, la MOI qui est notre facteur fixe, test post-hoc et graphique descriptive. Qu'est-ce que je vois? Cette fois-ci, mon ANOVA, la relation entre la MOI et le log 10 du nombre de cellules, c'est vachement plus significatif que ce qu'on avait vu avec des valeurs brutes. Quand on regarde les comparaisons 2 par 2, il y a effectivement des différences significatives dans certains cas. Et en regardant la représentation graphique des données, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus probant, avec des barres d'erreur qui restent relativement constantes selon le groupe de données. Donc l'utilisation des valeurs log 10 ici permet d'améliorer la qualité de l'analyse.
pareil, donc on peut exporter cette image et prendre en compte les résultats de ce test pour, euh, 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 pour conclure sur l'interprétation de l'expérience.